crédit pour que les femmes aient moyen d'ouvrir un petit commerce, de faire un petit magasin de légumes ou de couture ou quelque chose pour retrouver un sens à leur vie et un moyen économique de survivre. Et donc aujourd'hui à Bukavu, cet hôpital de Panzi qui avait été créé au début des années 2000, dans un premier temps il a été détruit entièrement par la guerre et puis il a été reconstruit grâce à des fonds notamment norvégiens je crois, et européens. On a pu le reconstruire, mais il était construit dans un village, un quartier très très périphérique de Bukavu. Aujourd'hui, c'est devenu un quartier, c'est presque le centre-ville. La population de Bukavu est passée à les 250 000 au moment de l'indépendance, plus d'1 million aujourd'hui. Et dans ce million d'habitants, ce sont beaucoup de gens venus des campagnes qui se sont repliés sur la ville pour y trouver de la protection, pour essayer de vivre. Et autour de l'hôpital de Panzi, vous avez maintenant un petit marché, des échoppes, des magasins, souvent tenus par des femmes qui ont quitté la campagne et auxquelles le docteur a donné les moyens de... disons, un petit prêt, un petit crédit pour ouvrir une échoppe et essayer de tenir le coup. Alors, réparatrice, sa chirurgie, son travail, il est aussi par le côté psychologique. Très vite, il a essayé de réconforter les femmes. Parce que les femmes étaient détruites non seulement physiquement, mais aussi dans l'estime de soi, dans le moral, dans le regard qu'elle pouvait porter sur elle-même. Et dans le film, il y a des scènes très très émouvantes où le docteur réunit ces jeunes filles qui ont été abusées, violées, qui ont parfois des enfants, et qui pleurent et qui disent « je ne vaux plus rien dans cette société, qui suis-je, je ne suis plus rien ». Et le docteur essaie de les entourer, de dire « mais si ce qui t'est arrivé, ce n'est pas de ta faute, tu es une victime, tu n'es pas coupable, tu ne dois pas accepter de te culpabiliser ». Et il essaie de les réconforter. Et au fil du temps, et ça c'est quelque chose qui prend de l'ampleur maintenant, mais c'est relativement récent, où enfin des psychologues essayent de venir à Panzi et de proposer leurs services. Parce que pendant des années, moi je trouvais que c'était très bien ce qu'on faisait, donner des soins médicaux et donner des moyens de vivre sur le plan économique, c'était très bien, mais ça ne reconstituait pas, les femmes, ça ne leur donnait pas le courage de vivre. Et donc maintenant, enfin, il y a ce travail est fait, des thérapeutes viennent et entourent ces femmes, parlent avec elles, essayent de donner un sens à leur vie. Il y a même un projet qui dit, ça j'attends un peu de voir les résultats, mais que des femmes qui ont été victimes peuvent reprendre tellement confiance en elles qu'elles vont devenir des leaders d'opinion, qu'elles vont rentrer dans leur village et qu'elles vont mobiliser les autres femmes, leur solidarité, leur désir de leadership pour un peu remonter la société. Et c'était un peu ça aussi le sens du film que nous avions fait. C'était pas seulement montrer des scènes horribles qui sont bouleversantes ou parler du docteur parce que lui-même refusait absolument le culte de la personnalité, mais c'était aussi rendre hommage à ce courage du peuple congolais, à ce courage des femmes qui trouvent quand même en elles les ressources pour vivre, pour continuer et même pour retrouver un compagnon et tout. Mais alors le problème qui se pose jusqu'à aujourd'hui et qui est dramatique, c'est qu'il y a énormément d'enfants qui sont nés du viol. Le docteur, voici quelques années, estimait que rien qu'au Sud Kivu, ils étaient au moins 6 000. Je pense que ce chiffre est sous-estimé, qui sont beaucoup plus nombreux en réalité. Donc vous avez des enfants nés issus de la violence, qui ont grandi d'une façon très problématique, avec une maman traumatisée, où ils sont stigmatisés par la communauté. Dans les villages du Kivu, on ne les accepte pas. On dit « tu es l'enfant du serpent » ou « tu es l'enfant des Rwandais » ou il y a d'autres mots en langue qui dénoncent ces enfants, si vous voulez, qui les stigmatisent. Et donc pour eux, c'est très très difficile de suivre un cursus scolaire. D'abord, il faut payer pour les écoles au Congo, les mamans n'ont pas l'argent. Et donc,
ces enfants aujourd'hui ont plus que 10 ans, 15 ans, ce sont des adolescents. Et je trouve que c'est une situation tellement, vraiment dramatique, parce que personne ne s'en est occupé, et ces enfants, ce sont les futurs enfants soldats. Si demain, aujourd'hui, on doit créer une bande armée au Kivu, et Dieu sait s'il y en a, eh bien c'est très facile, vous avez des milliers d'enfants qui n'ont pas été scolarisés, qui ont des antécédents quand même lourds, qui ont des problèmes psychologiques, et qui sont là, dont on ne s'en occupe pas. Et là, je mets un peu en cause, mais ça c'est personnel, la communauté humanitaire, en ce sens que quand il s'agit d'aider les femmes victimes de viol, ou de donner de l'argent aux docteurs pour les soins médicaux, il n'y a pas de problème. Partout, les bourses se délient, les gens sont généreux, et ils reçoivent énormément de crédits. Mais quand une ONG veut s'adresser aux enfants qui sont les enfants nés du viol, ou les enfants soldats, ou qui sont devenus enfants soldats, qui sont démobilisés et qu'on doit resocialiser et tout, là, c'est un sujet tellement sensible, délicat, que les crédits sont beaucoup moins généreux, et ça reste une question. Or, il y a là vraiment un danger pour l'équilibre de la société à terme. C'est vraiment un problème qui reste posé. Et d'où un peu notre désespoir quand, avec Thierry Michel, nous avons fait ce film, c'est qu'on a vu les progrès de Panzi, les progrès dans les soins donnés aux femmes, tout ce que le docteur avait fait, donc son hôpital, la décentralisation de Panzi, des cliniques mobiles qui circulaient dans l'ensemble du nord et du sud Kivu pour aller dans les villages et essayer avoir des soins de première urgence, si vous voulez, avec des femmes qui avaient été violées, les amener à Panzi dans les cas les plus graves, ou bien les soigner sur place. Donc il y avait vraiment de réels progrès avaient été faits. Le gouvernement lui-même, quand même, s'était impliqué, après des années d'indifférence ou de gêne, le gouvernement congolais s'était impliqué dans la sensibilisation, a nommé une dame qui est l'équivalent d'un poste de ministre pour sensibiliser à la question. Donc il y avait des progrès. Mais notre désespoir, c'est que cette violence à l'égard des femmes, elle s'était répandue. C'est comme un virus, si vous voulez, qui a gagné du terrain. Et que dans des faubourgs de Bukavu, on était en train de violer des enfants, d'enlever des bébés, des petites filles entre 2 et 6 ans, vous imaginez, de les enlever durant la nuit, et puis de les ramener le matin blessées, sanglantes. Elles avaient été violées par des inconnus. Et ce n'étaient pas des soldats, ce n'étaient pas des groupes armés. On se demandait, est-ce que ce sont des voisins? Est-ce que ce sont des militaires démobilisés? Est-ce que ce sont des rites magiques de superstition, que peut-être violer un enfant, ça porte chance quand on cherche de l'or, quand on se lance dans les combats? On ne sait pas. Mais que donc cette violence s'était répandue dans la société. Et un autre sujet de préoccupation, c'est que, comme je vous l'ai dit, cette violence sexuelle est un phénomène nouveau qui date des années 90 et qui était au départ limité aux régions en guerre, c'est-à-dire le Kivu, le nord et le sud Kivu, c'était le viol comme arme de guerre, comme arme de terreur. Eh bien aujourd'hui, ce type de violence s'est répandu plus loin dans le Congo, comme si, c'est une idée terrible, la publicité qu'on en fait, l'image de terreur que donne cette violence, était apparue aux groupes armés comme un moyen qu'ils pouvaient eux aussi utiliser. Puisqu'on l'a fait au Kivu, on va le faire au Kasaï, on va le faire au Katanga. Et c'est ce qui se passe. Il y a eu récemment au Kasaï des troubles qualifiés d'ethniques, mais qui sont aussi éminemment politiques, ethniques, et qui ont été accompagnés de viols, d'exactions, de violences à l'égard des femmes, comme au Kivu. C'est vraiment comme si on avait inoculé ce virus dans la société et que maintenant il gagnait du terrain. Et ça,
Et à mon avis, une des causes, il y a plusieurs causes à cela, et l'une des causes que dénonce souvent le docteur Mukwege, c'est l'impunité. Il faut bien savoir qu'au Congo, l'impunité pour crimes de guerre, l'impunité pour viol, l'impunité même pour crimes contre l'humanité a longtemps été une constante. Et ça, c'est dû au mode d'accords politiques qui ont été conclus à la fin de la guerre. Lorsque la deuxième guerre du Congo s'est terminée, au Kivu, il y avait une vingtaine de groupes armés qui, je ne vais pas dire qu'ils se baladaient, mais enfin qui s'implantaient dans l'est du Congo, des groupes armés de différentes obédiences. Les uns soutenaient l'armée gouvernementale ou défendaient, c'était des Maïmaï qui disaient qu'ils défendaient leur territoire, leur terroir, leur village. Les autres venaient du Rwanda, certains autres étaient soutenus par l'Ouganda. Il y avait une vingtaine de groupes armés avec des alliances fluctuantes qui évoluaient. La seule chose que tous ces groupes avaient en commun, c'est qu'ils vivaient, ils se soutenaient en exploitant les ressources du pays. Ils vivaient en exploitant les ressources, c'est-à-dire en terrorisant les villages, en confisquant les récoltes des villageois, en volant le travail des mineurs, des creuseurs qui extrayaient le colombo-tantalite, et en imposant des taxes, et que même l'armée congolaise, elle aussi, faisait des barrages, faisait payer des taxes aux villageois, aux creuseurs, et que donc tout le monde vivait au fond sur le dos de cette province. Et ça, c'était toléré par tout le monde. Alors, les accords de paix ont été conclus en 2002, qui prévoyaient le retrait des armées étrangères, le Rwanda et l'Ouganda, qui se trouvaient au Kivu, le Zimbabwe, l'Angola, qui se trouvaient dans d'autres provinces. Donc, on retire toutes les armées étrangères, et en contrepartie, pour moi, ça, c'est vraiment le virus qu'on a introduit dans le système. En contrepartie, on intègre les rebelles dans l'armée congolaise. Autrement dit, des soldats qui ont tué, violé, volé, qui sont des bandits, qui ont formé des groupes armés, on décrète l'amnistie et on dit voilà, vous allez devenir des militaires intégrés dans l'armée. Moi, je les ai vus, ces soldats, ils étaient analphabètes, leur chef tenait les cartes à l'envers, ils ne pouvaient même pas lire une carte, une belle carte, quoi. Ils étaient incapables de la lire, le nord, le sud, tout ça, ils ne connaissaient pas. Tout ce qu'ils connaissaient, c'était la guerre, la terreur,